Bonjour à chacune et à chacun. J'ai la lourde charge, mais c'est un plaisir extrême, de présenter Marie-Françoise Roy qui va nous faire cette conférence d'ouverture. C'est un plaisir extrême parce que d'abord c'est une femme exceptionnelle. Je pense que vous allez voir tout au long de ce qu'elle va nous présenter qu'elle est vraiment exceptionnelle. C'est une mathématicienne de renommée internationale et je crois que on a vraiment une chance extrême aussi qu'elle ait accepté de venir nous faire cette conférence. Donc elle est professeure émérite de l'IRMAR. L'IRMAR, j'ai pris des notes parce que sa carrière est très chargée, donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Institut de recherche mathématique de Rennes, c'est l'université de Rennes 1. Elle en a assuré la direction entre 2000 et 2003. Et elle a aussi reçu les insignes de docteur honoris causa de l'université de Cantabrie de Santander en 2015. Elle a réalisé un parcours en recherche exceptionnel, mais elle a aussi, pendant toute sa carrière, été au service de l'enseignement, de la communauté scientifique, de la promotion des femmes en sciences et de la coopération scientifique avec l'Afrique. Et même depuis qu'elle est émérite, elle continue ô combien, comme tous ceux qui sont émérites et toutes celles qui sont émérites d'ailleurs, encore plus qu'avant peut-être, toutes ces charges dont elle a commencé et initié un certain nombre. Son parcours scientifique. Donc ses recherches portent essentiellement sur la géométrie algébrique réelle. Et en fait, depuis 1988, elle s'est surtout intéressée aux aspects algorithmiques de cette discipline. Toutes ces recherches sont extrêmement contemporaines et touchent vraiment à tous les domaines qui concernent la communauté scientifique actuellement. Elle fait donc partie des spécialistes les plus reconnus à l'échelle mondiale dans ce domaine de recherche. Elle a évidemment écrit de nombreux articles et elle a écrit avec des co-auteurs 2 ouvrages de référence. En 1987, elle a écrit Géométrie algébrique réelle et plus tard, en 2003, un ouvrage en anglais. Donc, le premier a été aussi traduit en anglais. On sait bien que la science maintenant, pour être reconnue internationalement, hélas ou pas hélas, se parle en anglais. Donc son deuxième ouvrage très remarquable, c'est Algorithm in Real Algebraic Geometry, donc algorithme dans géométrie algébrique réelle. Et à ce titre, elle est aussi conférencière invitée dans de nombreuses conférences internationales. Deuxième aspect de ses amours, on va dire, et puis de son dévouement, donc elle a été beaucoup au service de la communauté scientifique nationale et internationale. Elle a présidé la section 01 du CNRS, la section mathématiques et outils de modélisation. Elle a été présidente de la SMF, Société mathématique de France, de 2004 à 2007. Et je lui avais demandé si elle était la première femme, parce que quand même, en mathématiques, on sait bien qu'on essaye de promouvoir les femmes. C'est un de nos deals communs, on va dire. Et en fait, elle est la 4e femme. L'avait précédée Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, Yvette Amis et Mireille Martin-Deschamps. Et depuis, il y en a d'autres. Donc Marie-Françoise m'avait chargé de vous dire qu'en fait, en mathématiques, les femmes de valeur, il faut quand même être reconnues, finalement sont reconnues par la communauté des mathématiciens. On sait reconnaître leur valeur. Ceci étant, il faudrait aussi reconnaître la valeur de toutes les femmes, même quand elles ne sont pas aussi exceptionnelles que Marie-Françoise ou d'autres. Son autre, ses autres activités, donc promotion des femmes en sciences, et ça c'est justement quelque chose de très important. Elle a été membre fondatrice et première présidente de l'association Femmes et Mathématiques. Elle est membre fondatrice de EWM, European Women in Mathematics. Elle en a été conveneur de 2009 à 2013. Et elle est actuellement présidente de CWM, Committee for Women in Mathematics, qui a été créée en 2015 et qui est une commission de la l'IMU, International Mathematical Union, c'est-à-dire l'Union internationale des mathématiciens, là où, on en parlait tout à l'heure, là où se décernent les fameuses médailles Fields. Donc Marie-Françoise s'occupe de cette section des mathématiciennes mondiales, dans lequel il y a aussi quelquefois des mathématiciens d'ailleurs, parce qu'on y fait des choses passionnantes et de très haut niveau.
Et puis le dernier aspect de sa carrière, qui est toujours en action, donc en faveur du développement scientifique en Afrique. Donc elle œuvre particulièrement pour le développement des mathématiques en Afrique subsaharienne, en particulier dans le Niger et au Sénégal. Elle y a donné de nombreux cours, elle y a encadré des thèses. Elle est responsable du secteur subsaharien du CIMPA. Le CIMPA, c'est le Centre international de mathématiques pures et appliquées. Et à ce titre, je pense qu'elle aura beaucoup de choses à vous dire, parce qu'en fait, je pense que pendant l'heure et demie qui va suivre, après vous aurez sûrement beaucoup de questions, Marie-Françoise va nous développer un petit peu toutes ces activités qui font que sa carrière est extrêmement riche et surprenante. Donc elle va vous faire une conférence surprenante sur des mathématiques, sur l'Afrique et sur les femmes. Et elle a relevé le défi parce que c'était un défi que nous lui avons lancé. Allez, Marie-Françoise, tu peux peut-être nous parler de tout ça. Eh bien oui, elle va le faire. Donc Marie-Françoise, je te laisse la parole. Donc là, tout le monde m'entend dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de... C'est bon ? D'accord. Ok. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire des exposés debout, souvent même une craie à la main, mais ici, l'équipement ne permet pas vraiment... les micros sont à cette table, ou alors il faudrait se promener avec le micro à la main, je ne sais pas faire non plus. Donc, c'est assise que je vais vous parler. Et effectivement, donc, c'était un défi qui m'a été posé par Anne il y a déjà, je pense, plus d'un an en fait, puisque quand j'étais venue participer aux journées de la PMEP à Lyon, je savais déjà que ma mission serait de vous parler aujourd'hui, et c'est vraiment pas du tout immédiat d'arriver à combiner tous ces sujets, mais enfin finalement, bon, je me suis dit, je vais déjà préparer la partie mathématique. Et puis, en préparant la partie mathématique, bon, mais il y avait des noms qui s'introduisaient naturellement dans des personnes que j'ai rencontrées, qui ont joué un rôle dans ma vie scientifique, et qui m'ont amené justement à peu près, de façon à peu près logique, à aborder donc l'ensemble des sujets. Donc, le plan de l'exposé. Il y aura deux parties mathématiques. Une partie pour les polynômes en une variable et une partie pour les polynômes en plusieurs variables, donc avec un long intermède sur les mathématiques en Afrique et puis une conclusion pour les femmes en mathématiques. Voilà. Alors, donc un petit peu de mathématiques d'abord. Donc on a ce vocabulaire qui vous est peut-être pas familier de certificat de positivité. Donc, si on a un polynôme en une ou éventuellement plusieurs variables, s'il est positif, par là, on veut dire qu'il ne prendra que des valeurs positives ou nulles. Un certificat de positivité, c'est une manière d'écrire ce polynôme de façon que sa positivité soit visible. En d'autres mots, si on nous dit ce polynôme est positif, on n'en est pas convaincu, même si peut-être un algorithme a permis de le décider. On veut vraiment un certificat qui permette d'assurer sa positivité. Et ça, c'est une démarche qui est classique dans d'autres domaines. Donc peut-être l'exemple le plus classique de certificat, c'est ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Donc on peut considérer que l'algorithme d'Euclide est peut-être l'algorithme le plus fondamental dans l'histoire. Et j'ai donné ici une présentation de l'algorithme d'Euclide qui n'utilise même pas la notion de quotient et de reste, mais qui utilise simplement la notion de si vous avez deux longueurs, vous pouvez les comparer et vous pouvez toujours soustraire de l'une, celle qui est plus courte, le nombre de fois que vous pouvez, et une fois que vous l'avez fait, à ce moment-là, vous intervertissez le rôle de ces deux longueurs. Donc voilà, et si vous faites ça, vous arrêtez au moment où un des deux arguments est nul. La première fois que cet argument est nul, ça nous donne le PGCD des deux entiers avec lesquels on était parti. D'accord ? Donc il y a deux règles. Si y est plus grand que x, on échange x et y. Et donc dans l'autre cas,
on remplace xy par x moins yy, c'est-à-dire qu'on retranche y un certain nombre de fois jusqu'au moment où on ne peut plus. À ce moment-là, on échange et on continue jusqu'au moment où on s'arrête. Et quand on s'arrête, on a le PGCD. Ceci dit, si c'est un algorithme qui nous a produit ce résultat, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut effectivement vérifier que D, ce qu'on a trouvé, divise bien A et divise bien B. Il suffit de faire les divisions. Par contre, on ne va pas être sûr que c'est bien le plus grand commun diviseur. Il pourrait y avoir eu une erreur dans l'accomplissement de l'algorithme qui fait qu'on n'est pas vraiment sûr que c'est le plus grand. Et la manière de certifier que c'est bien le plus grand, c'est pour ça que ça s'appelle l'algorithme d'Euclide étendu, ça consiste à pas seulement calculer le PGCD D, mais calculer aussi les coefficients qu'on appelle les coefficients de Bézout, de façon qu'à la fin, on puisse vérifier que UA plus BV égale D. Ça, c'est 2 multiplications, une addition. Et ça permet d'être sûr que D est bien, bon, disons, dans l'idéal engendré par A et B, c'est-à-dire que n'importe qui divise à la fois A et B divise aussi D, ce qui obligera D à être le plus grand commun diviseur. Voilà, donc c'est tout simplement l'algorithme, ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide étendu. Donc c'est essentiellement la même chose que l'algorithme d'Euclide. Vous voyez qu'à chaque fois, soit on échange si y est plus grand que x, sinon on soustrait. On soustrait y de x, on soustrait u' de u, on soustrait v' de v. Donc on applique la même règle à x, y, oui, alors ici, évidemment, il y a une erreur, c'est-à-dire que j'aurais dû avoir x uv, oui, alors voilà. Voilà, première erreur. Ah là là, on a beau lire tout le temps, il y a toujours des erreurs. Donc ici, j'aurais dû avoir x uv, y, u'v'. Hein. La même chose ici, qui devient x moins u, u moins u', v moins v', y uv. Voilà. Donc si on part au départ de A1, 0 et de B0, 1, et qu'on continue, en appliquant les règles jusqu'à s'arrêter à quelque chose de la forme D est 0, non seulement on trouve le PGCD à la sortie, mais on trouve aussi les coefficients U et V, tels que AU plus BV est égal à D. Voilà. Donc ça, si vous voulez, quand les gens parlent d'algorithme certifié, c'est le premier exemple qu'on prend, c'est celui de l'algorithme d'Euclide étendu. Voilà. Mais moi, je veux parler de quelque chose d'assez différent et de nettement plus récent, qui est donc les certificats de positivité. Et pour cela, je vais m'intéresser aux polynômes, non pas dans la base habituelle des monômes, mais dans une base qui va avoir des propriétés beaucoup plus intéressantes d'un point de vue géométrique, qui est ce qu'on appelle la base de Bernstein. Alors, la base de Bernstein, elle va être définie pour un certain degré et aussi entre certaines valeurs. Donc, le plus simple, c'est déjà de les définir entre 0 et 1. Donc, on prend la notation habituelle pour le coefficient binomial et on définit un polynôme de Bernstein d'indice i entre 0 et 1 en prenant le coefficient binomial 1 moins x à la puissance d moins i, x à la puissance i. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend ça? Pour s'en souvenir, on se dit, si on prend 1 moins x plus x qui est égal à 1, comme chacun sait, et qu'on l'élève à la puissance d, ça fait toujours 1. Quand on développe par la formule du binôme, les différents morceaux qu'on trouvera vont être justement les différents polynômes de Bernstein. D'accord? Ça va? Bien. Alors, quels sont... Voilà, donc je prends tout de suite un exemple. Hein, si je développe 1 moins x plus x au cube, je vais trouver 4 polynômes, 4 morceaux, quand je vais développer 1 moins x au cube, 3x 1 moins x au carré, 3x2 1 moins x et x3. C'est donc les 4 polynômes de Bernstein de degré 3 entre 0 et 1. Ça correspond à ces graphes-là. Donc le premier, c'est celui de numéro 0, c'était 1 moins x au cube. Donc ça correspond... Alors je ne sais pas si vous voyez les couleurs en fait. Oui, on voit les couleurs, voilà. Donc c'est celui qui est orange, puis le bleu, puis le vert, puis le rouge qui correspond donc à x3. Alors quelles sont les propriétés de ces polynômes de Bernstein? Bon, déjà ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont positifs entre 0 et 1. Donc si on veut s'intéresser à la positivité d'un autre polynôme entre 0 et 1, ce sera agréable de l'exprimer dans la base de Bernstein. Voilà. Alors, plus généralement,
on ne s'intéresse pas seulement à ce qui se passe entre 0 et 1, on a des formules comparables, mais à ce moment-là, ce qu'il faut développer, c'est R-X plus X-L sur R-L, qui est aussi égal à 1, on l'élève à la puissance D, et ça donne ces formules qui sont un petit peu plus compliquées, mais ce sera utile de ne pas seulement les considérer entre 0 et 1, mais de les considérer entre deux autres valeurs. Alors, leurs propriétés, automatiquement, disons, vu leur écriture, on voit que chaque polynôme prend uniquement des valeurs positives sur l'intérieur de l'intervalle LR. Il forme ce qu'on appelle une partition de l'unité, puisque le polynôme 1 est la somme de tous les polynômes de Bernstein, c'est pratiquement comme ça que j'ai défini. Donc ça donne que le polynôme 1 a pour coefficient 1, 1, 1, 1, 1 dans la base de Bernstein. Il forme une base de l'espace vectoriel, sans S, des polynômes de degré plus petit que D. Alors ça, on va voir un petit argument pour se convaincre de ça. Et d'autre part, en L, ils sont tous nuls sauf le premier qui vaut 1, et en R, ils sont tous nuls sauf le dernier qui vaut 1. D'accord ? Vous voyez, ils sont tous nuls en 0 et en 1, sauf l'orange, qui était le premier, et le rouge, qui était le dernier. Alors, pour montrer qu'ils forment une base, bon, je le fais sur 0,1 parce que simplement les formules sont un peu moins pénibles. Donc, on le fait par exemple par récurrence sur le degré. Donc, c'est certainement vrai pour le degré égal à 1. Pour passer de D à D plus 1, il suffit de voir qu'il y a une relation très simple entre BDI et B D-1, I-1 multiplié par X. Il y a simplement un coefficient de proportionnalité entre les deux. Ce qui veut dire que si on savait par récurrence qu'on avait déjà une famille libre pour les polynômes en degré D-1, on obtiendrait une famille libre pour les polynômes de degré D par cette méthode. Alors, ces polynômes de Bernstein ont été donc introduits par M. Bernstein, donc, qui est un mathématicien russe. Et au départ, apparemment, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'analyse constructive. En particulier, il a un premier article en 1912 qui s'appelle « La preuve du théorème de Weierstrass fondée sur le calcul des probabilités ». Mais en fait, dès 1915, il s'intéresse à la représentation des polynômes positifs. Mais ce n'est pas dans ce domaine que les polynômes de Bernstein sont les plus connus. En fait, c'est vraiment dans le domaine de la conception assistée sur ordinateur, parce qu'ils ont vraiment complètement explosé dans ce domaine. Alors ça, je vais vous en dire un petit mot. Donc, la raison, c'est que ces polynômes de Bernstein, les coefficients exprimés dans la base de Bernstein, les coefficients ont en fait une signification géométrique. Ce qui n'est absolument pas le cas, évidemment, quand vous regardez un polynôme, vous l'exprimez dans la base des monômes, vous ne voyez absolument rien sur sa géométrie à partir de son expression dans la base des monômes. Mais dans la base de Bernstein, si. Alors, pour quelle raison ? Donc, on prend une notation, donc on appelle B0, BD les coefficients de Bernstein de P, donc en degré inférieur ou égal à D, donc on a besoin de D plus 1 coefficient. On subdivise le segment LR en D morceaux égaux, et on prend une ligne brisée entre ces points de contrôle. Alors, sous cette forme-là, ça semble un petit peu peut-être bizarre, mais en fait, ça signifie juste la chose suivante. Ça veut dire, par exemple, ici, vous avez un polynôme de degré 4. Ces coefficients de Bernstein en degré 4, entre 0 et 1, vous l'écrivez, bon, ça vous donne 1, 0, moins 1 tiers, 0, 2. Et ce que vous faites, c'est que vous divisez le segment 0, 1 en 4 morceaux égaux. 1, 2, 3, 4, 5, en 5 morceaux égaux, excusez-moi, non, en 4 morceaux égaux, je vais y arriver quand même, d'accord, en 4 morceaux égaux, oui. Alors, il y a 5 points, mais il y a 4 morceaux, c'est toujours le problème, combien de points, combien d'intervalles entre les points, c'est toujours très traître. Donc on le divise en 4 morceaux égaux, et puis vous voyez qu'ici on met 1, ici on met 0, ici on met moins 1 tiers, ici on met 0, ici on met 2, et ça nous donne une ligne brisée, d'accord ? Et là, on compare en quelque sorte la ligne brisée et puis le graphe du polynôme. D'accord ? Donc, si vous vous donnez les coefficients de Bernstein, vous pouvez immédiatement lui associer un objet géométrique qui est cette ligne brisée qu'on appelle la ligne de contrôle. Et vous voyez qu'il y a un lien en quelque sorte entre cette ligne de contrôle et la forme du polynôme. Vous voyez, ça descend et ça remonte et le polynôme, il fait pareil. Alors en fait, on va voir ça un peu plus en détail. Alors, vous avez peut-être constaté aussi que la ligne de contrôle partait de la valeur du polynôme
à l'origine et à l'extrémité, et même partait en étant tangente. D'accord ? Donc on montre ça, effectivement, la ligne de contrôle coïncide avec le graphe de P aux extrémités, elle est tangente au graphe en L et en R, et par ailleurs, le graphe de P est contenu dans l'enveloppe convexe de la ligne de contrôle, toutes propriétés qui sont faciles à démontrer. Alors l'enveloppe convexe de la ligne de contrôle, ça correspond à ça. Donc ici, c'est de nouveau, donc vous regardez les valeurs 1 quart, 1 demi, 3 quarts et 1. Donc vous imaginez que ici vous avez votre axe des x qui est là. D'accord ? Donc vous prenez les 4 valeurs du polynôme, et puis vous prenez la ligne de contrôle, et ça vous donne donc, en gros, la manière dont varie le polynôme. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Donc ces 3 propriétés permettent de contrôler le graphe de P en choisissant les points de contrôle. Hein, puisque c'est une base, si vous choisissez les points de contrôle, ça vous donne aussi un polynôme. Donc là, on avait vu dans le sens, on se donne un polynôme, ça nous donne les points de contrôle. Mais évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens, puisque c'est un espace vectoriel de dimension d plus 1. Donc ça veut dire que si on se donne la ligne de contrôle, ça nous donne un polynôme, et ce polynôme va en gros faire ce qu'on veut, mais tout en étant lisse, alors que la ligne de contrôle, elle était brisée. Alors en fait, donc c'est un exemple assez disons, ancien de mathématiques industrielles. Donc c'est Citroën qui s'est intéressé d'abord à cette conception assistée par ordinateur, donc dès les années 50. Et un collègue à nous, Paul de Castelgeau, donc un ancien élève de l'ENS, avait mis au point un système basé sur l'utilisation des polynômes de Bernstein, mais il ne pouvait pas publier ses recherches parce que à l'époque, donc, il y avait cette politique disons de protection industrielle qui faisait qu'on ne pouvait pas. Il était employé par Citroën, il ne pouvait pas livrer au public des notions aussi importantes que ses travaux sur la base de Bernstein. Si bien qu'en fait, il n'est pas aussi célèbre qu'il aurait dû l'être. Alors, on entend souvent plus parler de Bézier, une courbe de Bézier, des choses comme ça. Donc, lui, c'est quelqu'un qui travaillait pour Renault, donc entreprise concurrente de Citroën. Donc, lui non plus, il ne donnait pas ses secrets, mais ils s'y sont mis plus tard. Et moi, je me souviens, quand j'étais petite, que la DS était considérée comme particulièrement esthétique, et apparemment, elle a été effectivement conçue, et elle a eu un succès absolument phénoménal au Salon de l'Auto en 1955, et apparemment... elle était effectivement due aux travaux sur les polynômes de Bernstein. Je ne sais pas si le fait de l'avoir appelée DS, ce qui était aussi bien connu comme une blague, vu sa beauté, vu la manière dont elle était calibrée et tout, c'était une vraie DS. Je ne sais pas s'il faut reconnaître un calembour mathématicien derrière, mais en tout cas, voilà. Alors... Donc jusqu'à maintenant, en fait, jusqu'à récemment, on ne s'était pas du tout intéressé à ces polynômes de Bernstein du point de vue certificat de positivité. Donc en particulier parce qu'il y a un petit problème. Il est clair que si tous les coefficients de Bernstein sont positifs, le polynôme correspondant va être positif sur l'intervalle qui nous intéresse. Mais par contre, on voit immédiatement que la réciproque est fausse. C'est-à-dire si on prend ce polynôme x2 plus 2x moins 1 au carré, il est visiblement positif puisque c'est une somme de 2 carrés, mais dès que je l'écris dans la base de Bernstein, hein, ça peut se faire à la main, on trouve 1 moins 1, 2, qui a des éléments négatifs. Hein, c'était aussi le cas sur l'autre exemple que j'avais pris, hein, puisque vous voyez qu'il y avait certains coefficients négatifs, comme ce moins 1 tiers, et pourtant le polynôme était bien tout le temps positif. Donc ça pose évidemment un petit problème, parce qu'on ne peut pas certifier grand-chose si c'est pas, ce qu'on voudrait montrer n'est pas vrai. Mais il a déjà été remarqué par Bernstein que, en fait, si on élève le degré, hein, parce qu'après tout, c'est un polynôme de degré 2. Un polynôme de degré 2, c'est aussi un polynôme de degré inférieur ou égal à 8. Donc, si on élève le degré, on finit par trouver que tous les coefficients sont positifs. Simplement, il faut aller jusqu'au degré 8. Si on va jusqu'au degré 8, on s'aperçoit que le polynôme est effectivement positif. Et en fait, c'est un théorème de Bernstein qu'il a déjà montré en 1915. Si on a un polynôme qui est positif sur un intervalle, il existe un degré que j'appelle grand D parce qu'il va éventuellement être très grand, tel que tout élément dans la base de Bernstein pour ce degré grand D ici. Donc ici, voilà, troisième faute de frappe, d'accord. Ici, c'est grand D, il doit apparaître ici, qui est positif. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le degré de Bernstein. Voilà. Mais évidemment, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut dire sur ce degré de Bernstein. Est-ce qu'il va être très grand ?
Donc là, on a vu dans notre exemple, on était déjà passé de 2 à 8. Est-ce que c'est quelque chose de général? Est-ce qu'en général, il y a une grande différence? Est-ce qu'il faut élever le degré très loin pour arriver à trouver que tous les coefficients sont positifs? Alors en fait, mes collègues et amis Vicky Powers et Bruce Resnick ont vu que ce degré de Bernstein est lié à la valeur minimum prise par le polynôme. Donc si on a des polynômes qui prennent une toute petite valeur positive, ça va être très compliqué, disons, de montrer qu'ils sont effectivement positifs. Il va falloir prendre un degré de Bernstein très élevé. Voilà. Et plus exactement, si je prends cette famille toute simple, x puissance 2d plus 2x moins 1 au carré, donc c'est des polynômes qui sont déjà visiblement positifs au départ. Donc on peut se dire que l'exemple est un peu mal choisi, mais c'est pour illustrer ce qui se passe. C'est un polynôme qui a un très petit minimum, parce que quand on prend la valeur x égale 1,5, on trouve déjà une toute petite valeur, à savoir x puissance moins 2d. Et évidemment, le vrai minimum est encore plus petit que cette valeur. Donc on va voir que son degré de Bernstein va être très élevé. Alors regardez, quand d égale 1, donc on avait vu que le degré était 8. Pour 2, c'est notre polynôme de degré 4 qu'on a regardé depuis le début. Son coefficient de son degré de Bernstein est 27. Et voyez la taille que prennent les coefficients. C'est déjà un très gros certificat. D'une façon générale, on peut montrer que quand on prend cette famille A2D, x puissance 2d plus 2x moins 1 au carré, il va avoir un degré de Bernstein exponentiel par rapport au degré de départ petit d. Et pour ça, bon, c'est pas très compliqué. Il faut prendre le coefficient du milieu et puis montrer qu'il reste négatif très longtemps. Donc il faut calculer le coefficient du milieu, montrer qu'il reste négatif très longtemps, c'est un petit calcul. Et on trouve finalement de cette façon-là que le grand N pour lequel il arrêterait d'être négatif va être au moins supérieur à 2 puissance 2d moins 1 plus d. Donc par exemple pour d égale 1, 2d moins 1, 2 puissance 2d moins 1 plus d, quand d égale 1 ça fait 3, quand d égale 2 ça fait 10, quand d égale 3 ça fait 35. En réalité, le degré de Bernstein est plus élevé que cette quantité, c'est 8, 27 et 88. Voilà. Donc, une idée que j'ai eue, c'est que ce n'était pas forcément une très bonne idée d'élever le degré, puisqu'on trouvait des expressions aussi énormes. Donc, peut-être que ça aurait été une meilleure idée de subdiviser en deux le segment sur lequel se passaient ces opérations. Parce que si j'ai un certificat de positivité sur 0, 1,5 et sur 1,5, 1, ça me donne aussi un certificat de positivité entre 0 et 1. Et par ailleurs, on savait qu'il y avait des méthodes d'isolation efficace des racines réelles par subdivision dans la base de Bernstein. Donc on pourrait se dire, en subdivisant, on va aussi avoir des certificats de positivité. Ça correspond à la situation où il n'y a pas de racines, mais après tout, ça peut marcher aussi. Donc voilà, donc moi c'était mon idée quand je me suis lancé là-dedans. Et évidemment, pour ça, il faut savoir comment subdiviser. Donc c'est là le fameux triangle de De Castelgio, donc notre fameux mathématicien clandestin de chez Citroën. Donc c'est très amusant comme algorithme. On met les coefficients de Bernstein sur la ligne du haut. On calcule un triangle en faisant des moyennes. Donc on fait celui-là plus celui-là divisé par 2, celui-là plus celui-là divisé par 2, puis on continue les moyennes, celui-là plus celui-là divisé par 2, etc., jusqu'à ce qu'on arrive là. Et puis à ce moment-là, on a formé un triangle, d'accord? Donc on avait les coefficients de départ ici, et puis les coefficients d'arrivée sur les deux côtés. Ben, il se trouve que les coefficients d'arrivée sur ce côté-là, c'est les coefficients de Bernstein du même polynôme, mais entre 0 et la moitié, donc m qui vaut L plus R sur 2. Et puis, de ce côté-là, en montant dans ce côté-là, on trouve les autres coefficients de Bernstein entre maintenant la moitié sur la deuxième moitié. Alors, j'illustre ça. Bon, alors déjà, simplement pour dire que je ne vais pas essayer d'expliquer la preuve, mais elle est très simple. À partir du moment où on sait que ça va marcher, on essaye, et on le prend en particulier pour les polynômes de la base de Bernstein. Vous écrivez que x moins 1,5, c'est la moitié de 1 moins x plus x sur 2, et puis vous faites des demi tout le temps, et puis vous trouvez que c'est bien comme ça qu'on calcule les coefficients. Alors voilà une illustration, donc mon fameux polynôme de degré 4, toujours le même. Donc ces coefficients de Bernstein, j'avais dit que c'était 1, 0, moins 1 tiers, 0, 2, d'accord? Ben, je fais des moyennes. La moyenne de 1 et de 0, c'est 1,5. 0 moins 1 tiers, c'est moins 1 sixième, etc. Je fais des moyennes, je fais des moyennes, je fais des moyennes. Et à la fin, je trouve un triangle sur lequel, sur le premier côté, je lis les coefficients de Bernstein entre 0 et 1,5. Et sur le deuxième côté, en montant comme ça, je lis les coefficients de Bernstein
entre 1,5 et 1. Et donc, on l'illustre immédiatement géométriquement. Donc, vous voyez que ça, c'était la ligne de contrôle de départ, hein, sur 0,1, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Si maintenant, je fais la ligne de contrôle sur chacune des moitiés du segment, vous voyez que je vois maintenant que le polynôme est vraiment positif, en fait, hein, puisque maintenant, il n'y a plus de coefficient qui soit négatif, après subdivision. Et vous voyez qu'on a une assez bonne approximation du graphe en ayant subdivisé juste une fois. Alors que si on avait élevé le degré de 4 à 8, on aurait autant de points de contrôle que précédemment, mais vous voyez qu'on a une approximation qui est bien pire. Hein. Là, en particulier, on ne voit pas que le polynôme est positif, parce qu'il faut aller jusqu'au degré 27 pour voir qu'il est positif. Et donc, il reste des variations de signes, et donc on a une moins bonne approximation que par subdivision. Voilà. Donc, par ailleurs, si on veut analyser ce qui se passe par subdivision, il y a une propriété importante qui s'appelle la sous-additivité. Donc, on s'intéresse au nombre de variations de signes dans les coefficients de Bernstein, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on passe de plus à moins ou de moins à plus. Donc, dans notre exemple de tout à l'heure, vous voyez qu'ici, c'était 2, d'accord, hein, il y avait 2 variations de signes, ça veut dire, en fait, c'est le nombre de fois que la ligne de contrôle va traverser l'axe des X. Hein, on passe de 1 à moins 1 tiers, on traverse ici une fois, puis après on repasse de moins 1 tiers à 2, on traverse une deuxième fois. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de variations entre les 3 côtés du... Enfin, voilà. Donc, ici, on avait B qui était en haut, B' qui était sur le côté, B seconde qui était là. Ce qui se passe, c'est que le nombre de variations de signes qu'on va avoir en ajoutant celles qu'on peut trouver sur le côté gauche et celles qu'on peut trouver sur le côté droit, vont être toujours inférieures ou égales à celles qu'on avait au départ. Par exemple, nous, ici, dans notre exemple, on avait 2 variations de signes. Je sais qu'après subdivision, je vais trouver uniquement 2 variations de signes, ou peut-être moins. J'en trouvais moins, là, dans le cas particulier. D'accord ? Voilà. Donc, c'est cette sous-additivité des variations de signes. Quand je fais la somme des variations de signes sur la moitié gauche et des variations de signes sur la moitié droite, j'en trouve moins, en tout cas pas plus, que ce qu'il y avait au départ. Et en fait, ça se montre très facilement parce qu'en fait, on est en train de faire des moyennes. Quand on fait des moyennes, on perd des variations de signes, on ne peut pas en rajouter. Voilà. Donc finalement, les certificats locaux par subdivision, ça revient à ne pas du tout élever le degré, donc subdiviser. Et la clé pour l'analyse quantitative, c'est de dire qu'il y a peu de segments où il y a des variations de signes, puisque les variations de signes totales, c'est forcément moins que le nombre total d'éléments qu'on avait au départ, c'est-à-dire D. Et comme c'est sous-additif, le nombre total de variations de signes est au plus D. Donc ça veut dire que si on divise en beaucoup de segments, il y a beaucoup de segments pour lesquels il n'y aura pas de variation de signes, donc pour lesquels on saura déjà que le polynôme est positif. Ou négatif, évidemment, s'il n'est pas positif. Voilà. Alors, donc ça, c'est l'exemple des certificats locaux. Donc, vous voyez qu'ici, pour le premier polynôme, on a des certificats locaux qui font intervenir seulement 5 coefficients plutôt que 9. Mais ça s'améliore après. 9 coefficients plutôt que 28. Et ici, 13 coefficients plutôt que 89. Et les 89 coefficients, ils sont comme ça. Voilà. Donc, c'était le sujet de thèse que j'avais proposé à Fatima Boudaoud, une mathématicienne algérienne. Et donc, elle a étudié l'efficacité de la méthode de subdivision pour les certificats de positivité dans la base de Bernstein. Et elle a réussi à montrer qu'en général, la taille du certificat, quand on élève le degré, peut être exponentielle, mais la taille du certificat par subdivision est polynomiale en fonction du degré et de la taille binaire des coefficients. Donc c'était des très beaux résultats. Donc voilà, j'ai demandé à Fatima Boudaoud de m'envoyer une photo à elle, et voilà la photo qu'elle m'a envoyée. Je trouve qu'on me voit mieux moi que elle, mais enfin en tout cas voilà, on était toutes les deux à Oran pendant une visite à la suite de sa thèse. Alors, vous voyez que ça m'amène donc aux mathématiques en Afrique. Voilà. Donc, dans quelles circonstances est-ce que j'ai rencontré Fatima Boudaoud ? En fait, je l'ai rencontrée parce que j'avais organisé au Niger, en 2002, une école dans le cadre du Centre international de mathématiques pures et appliquées. À l'époque, elle était enseignante à l'université d'Oran et elle avait seulement un magistère. Pour ceux qui connaissent le système algérien, c'est une sorte de master. Et il fallait absolument qu'elle passe une thèse, sinon elle allait perdre son poste.
Donc elle était très motivée après avoir fait cette école du Sympa où elle m'a rencontrée. Donc elle n'avait pas fait d'algèbre ni de géométrie à l'époque, elle avait plutôt un peu fait d'analyse dans son master, mais elle s'est donc reconvertie. Elle a bénéficié d'une bourse pour venir passer plusieurs mois par an en France et finalement elle a soutenu sa thèse et a été titularisée à Oran. Et on verra après que l'histoire continue parce que il se trouve qu'elle a eu à Oran un étudiant nigérien et que maintenant cet étudiant est en thèse, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, alors déjà, qu'est-ce que j'allais faire au Niger en 2002 ? Mais en fait, j'allais au Niger en 2002 parce que j'ai passé beaucoup de temps au Niger, même avant, c'est-à-dire dans les années 80. Donc j'ai passé 2 ans au Niger entre 81 et 83, avec ma famille, donc mon mari, lui aussi mathématicien, donc on va le voir en arrière-plan dans les photos tout à l'heure, et 2 enfants qui étaient démarrés l'école primaire à l'époque. Et donc nous étions coopérants à l'université de Niamey, qui était la seule université existante au Niger à l'époque. Et notre mission, c'était la mise en place de la maîtrise de mathématiques. Il y avait eu déjà jusqu'à une licence, donc ce qu'on appelle le Master 1. Et il y avait une quinzaine de collègues. Ils étaient tous coopérants, à part 3 collègues nigériens et un tchadien. Et les coopérants vivaient entre eux. Il y avait aussi un IREM à Niamey qui était en contact avec l'IREM de Rennes, ce qui est lié aussi au fait qu'après, finalement, on a fini par aboutir à Rennes. Avant, on n'était pas à Rennes, on était à Paris-Nord, mais je ne veux pas vous raconter tout ça, on n'en sortirait plus. Voilà. Donc, en plus de cette mission de mise en place du master, nous, on avait essayé de voir ce qui pouvait être fait au point de vue recherche. Donc, on avait mis en place aussi un séminaire de mathématiques à l'université. Et notre idée, c'est qu'on allait encadrer des Nigériens. Ben non, on n'encadrait pas de Nigériens, puisqu'il n'y avait pas de Nigériens. Ils n'avaient pas passé leur master encore. Donc, en fait, ce qu'on a encadré, c'est 2 thésards coopérants, qui étaient donc... mon mari a encadré Daniel Pecker, et moi, j'ai encadré Christiane Saliba-Berkoff. Et c'est les 2 premières thèses qu'on a fait passer, parce que nous, on était des jeunes enseignants-chercheurs à l'époque. On n'avait pas encore fait de direction de thèse. Voilà. Alors, l'IREM de Niamey, je regrette parce que, en fait, un peu derrière, il y a la case du gardien qu'on ne voit pas sur la photo. Mais donc, le gardien de l'IREM de Niamey vit dans une case, comme ça. Donc, c'est un très joli, d'ailleurs, très agréable bâtiment parce qu'il est tout à fait adapté au climat. Et à l'époque, donc, il y avait Annie Berthet, donc avec un E, donc nouvelle faute de frappe. Donc, qui était coopérante en poste à l'IREM, et elle était extrêmement active, et elle faisait venir régulièrement une didacticienne très connue, qui est Emma Castelnuovo, dont le père faisait de la géométrie algébrique d'ailleurs, et elles faisaient ensemble des missions dans le Niger profond, auxquelles elles m'ont invité à me joindre, donc vous nous voyez toutes les 3 à l'époque. Donc, quelle était la situation au Niger au début des années 80 ? C'était le pays le plus pauvre du monde. Il y avait une mortalité infantile absolument record. Moins de 5 millions d'habitants. Une seule université à Niamey. Comme je l'ai dit, une grande majorité de coopérants. Et un régime d'exception avec un parti unique. Pas de société civile. Et voilà la photo du chef de l'État. Séni Kountché, qui était à la fois très populaire et très craint, parce qu'il avait vraiment... c'était un petit pays et il connaissait tout ce qui se passait. Et il faisait de temps en temps des descentes dans les endroits où il pensait qu'il se passait des choses qui n'étaient pas tout à fait normales. Et les gens sont morts, il y a des gens qui sont morts de crise cardiaque rien qu'en le voyant débarquer dans le service dans lequel il y avait des irrégularités. Voilà. Alors... Bien entendu, au début des années 80, c'était quand même aussi une période où il se passait des choses en France. Donc il y avait Jean-Pierre Cotte, qui n'a pas été très longtemps ministre de la Coopération, parce qu'il a démissionné en 1982, donc je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Mais il avait quand même relancé l'idée de faire des formes de coopération, disons, un petit peu plus dynamiques. Et en particulier, donc, ça nous a permis de faire une convention entre les universités de Rennes et de Niamey, d'organiser... une école de recherche, alors à l'époque, ça se passait à Nice, à l'époque. Donc les activités du Centre international de mathématiques pures et appliquées en 1985 n'avaient pas lieu en Afrique ou dans les pays en développement, elles avaient lieu à Nice.
Et ça nous permettait aussi d'ailleurs de faire non seulement de la formation pour les gens d'Afrique, mais de contacter par exemple des mathématiciens polonais, parce qu'en 1985, c'était le moment où les mathématiciens des pays de l'Est commençaient à avoir le droit de venir nous voir. Et donc on a pris nos premiers contacts qui ont été très importants avec l'école mathématique polonaise en 85. Donc tout ça aboutit à former un certain nombre d'enseignants-chercheurs, soit à Rennes, quand il n'y a pas de parenthèse, c'est que c'est à Rennes, soit dans des endroits, je sais que j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un qui connaît Henri Lombardi de Besançon, donc c'était Henri Lombardi qui avait formé Maïmouna Salou, donc qui est la seule femme dans cette liste, donc également une autre personne formée à Montpellier, et ça servait aussi à former donc des coopérants à l'époque qui sont tous enseignants-chercheurs en fait. Et on avait aussi un programme d'échange qui permettait aux gens de venir, à la fois les enseignants-chercheurs et ce qui était très moderne aussi, les agents techniques du département de mathématiques de Niamey qui venaient nous voir. Donc voilà Jean-Pierre Cotte, éphémère ministre de la coopération, qui était pour le co-développement et contre la France-Afrique. Donc vous voyez que le temps passe et les thématiques restent. Voilà. Alors, je voulais quand même mentionner une collaboration de l'époque avec la PMEP, puisque la PMEP, la régionale de Rennes, avait été très active pour organiser avec l'IRMA, que je dirigeais à l'époque, donc l'année mondiale des mathématiques à Rennes. Et j'avais proposé qu'on exporte ces activités au Niger, donc en partenariat avec l'Association nigérienne de jeux mathématiques. Alors on ne voit pas très bien la photo, enfin les photos sont un peu... On n'avait pas des bons téléphones pour faire des photos à l'époque, donc elles ont un peu souffert du temps. Mais on voit là le centre culturel franco-nigérien, avec, vous voyez, peut-être des polytopes et des choses comme ça, avec des lycéens... du Niger, aussi bien des filles que des garçons que des filles, vous voyez. Et les filles, je sais pas, on la voit pas très bien, mais en tout cas, elle n'a pas de voile sur la tête, donc voilà. On était en 2000. Alors ensuite, on a continué à développer des actions au niveau d'une coopération régionale en Afrique, donc pas seulement le Niger, mais également, donc on a parlé du Sénégal, du Burkina Faso, etc. Et finalement, donc, après avoir créé la maîtrise à Niamey, on a fini par créer également un DEA, donc dans le cadre d'un réseau régional. Alors voilà, donc l'école de Niamey avec Fatima Boudaoud, qui est ici. Donc j'ai signalé Michel Coste, voilà, donc il est là, bien présent, mais bien discret également. Pour ceux qui connaissent, Maurice Mignotte et un certain nombre de collègues venus du Sénégal, du Burkina, etc. Donc, à Niamey. Ensuite, j'ai parlé de notre réseau, donc, qui a été fondé en 2003. Alors là, ça s'est passé à Trieste, cette réunion-là. Donc, il y a un institut qui s'appelle l'Institut de ICTP, donc Institut pour la physique théorique, qui a été créé par un prix Nobel pakistanais, mais ils ont aussi une section de maths. Donc, on avait pu créer ce réseau avec des collègues du Maroc, du Niger, du Sénégal, il doit y avoir un Tunisien quelque part, sauf que je ne le vois plus, et Lelun Trang, qui est asiatique, et puis lui, c'était aussi un Syrien qui était de l'ICTP, et des Italiens aussi. Voilà. Et Fatima Boudaoud. Ok. Alors après, donc, grâce à ce réseau et au soutien par le ministère des Affaires étrangères français, donc, de ce qu'on appelait SARIMA, enfin qu'on appelle toujours SARIMA, soutien à la recherche en informatique et mathématiques en Afrique. Donc on a pu faire 2 promotions de DEA à Niamey, une en 2004 et en 2006, et 11 thèses ont été soutenues à la suite de ça, donc, dont une en informatique, une à Pise, une en Tunisie, une au Mali, une en Espagne, une au Maroc, une au Sénégal, et puis donc celle de Fatima en Algérie. Donc finalement, 8 Nigériens, un Malien, un Tchadien, une Algérienne, qui sont tous des enseignants-chercheurs et une seule femme. Donc avec différents soutiens de l'ICTP, de notre GIS Sarima, de la région Bretagne, etc. Et donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait à profit le réseau mathématique qu'on avait, nous,
en tant que mathématicien en Espagne, des gens qu'on avait peut-être formés nous-mêmes, comme à Santander, etc. D'autres collègues formés par Henri Lombardi à Marrakech et à Sfax, et des collègues à nous aussi en Italie. Et donc, on diversifiait donc les thèmes de recherche aussi progressivement au Niger et les contacts en dispatchant tout le monde à gauche et à droite. Voilà. Bon. Alors, ça a débouché pour moi par encore plus de responsabilités au niveau international. Hein, donc, c'est un peu ce que disait Anne tout à l'heure. Le fait que j'ai donc été responsable de la zone du SIMPA, donc c'est une zone spécifique prioritaire qui est définie en Afrique subsaharienne par le SIMPA. Donc, j'en étais la première responsable. Alors, tu as dit que j'en étais encore responsable. Non, ce n'est plus le cas. J'ai arrêté en 2013. Et puis, il y a une fondation américaine aussi qui s'est intéressée à l'Afrique. Et à l'heure actuelle, en fait, ce que je fais, c'est que je suis responsable de 2 projets, ce qu'on appelle facilitatrice de 2 de leurs projets au Gabon et au Sénégal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la fondation Simons. Alors, Jim Simons est très connu pour soutenir la science aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui était un brillant scientifique pendant 20 ans. Ensuite, apparemment, il a sa tante qui a décédé, donc il a fait un petit héritage familial et il s'est dit, je vais me lancer dans les fonds d'investissement. Donc il a créé un fonds d'investissement privé, Renaissance Technologies Corporation, basé à New York. Et c'est le record mondial de l'investisseur ayant eu la meilleure rentabilité annuelle pendant 30 ans, à savoir plus 34%. Alors vous faites un petit calcul, vous partez de quelques centaines, de quelques dizaines de milliers d'euros, je crois que c'était l'héritage de sa tante, vous multipliez par un taux de 1,34 pendant 30 ans et vous arrivez à plus de 15 milliards de dollars en 2009. Et donc il a décidé d'être philanthrope à l'américaine, donc il a créé une fondation, Simons, pour la science. Ça y est, un volet c'est pour la science et l'autre volet c'est la lutte contre l'autisme. Et à la suite d'une table ronde à laquelle j'étais invitée, il a décidé de soutenir aussi les mathématiques en Afrique. Et c'est des réunions où il vient lui-même. Hein. Donc le montant total du soutien, c'est 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, c'est pas beaucoup par rapport à 15 milliards de dollars. Mais quand M. Simons décide de dépenser 5 millions de dollars en Afrique, il vient aux réunions, il écoute ce qu'on a à dire, et après il dit « Ok, c'est bon ». J'ai jamais vu la possibilité de débloquer des crédits aussi rapidement qu'avec une demi-journée avec M. Simons. Donc, voilà. Jim Simons. Et il joue un rôle extrêmement important pour le financement de beaucoup de choses concernant la recherche mathématique actuellement. Voilà. Alors, maintenant, je veux parler d'une autre personne pour laquelle les choses se sont moins bien passées. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que quand on était à Niamey, il y avait 3 Nigériens et un Tchadien. Ben, le Tchadien, c'était Ibni Oumar Mohamed Saleh, donc qui était notre collègue à Niamey dans les années 80. Et puis après, il est retourné au Tchad. Donc, il était responsable à l'Université du Tchad. Il a fait un certain nombre d'échanges avec l'Université d'Orléans, dont il était originaire. Et en fait, il était responsable de l'opposition démocratique au Tchad. Si vous voulez, on peut le voir comme, disons, c'était le Mitterrand tchadien par rapport au président Déby. Et il a été enlevé le 3 février 2008 par les forces armées tchadiennes. Et depuis, il est disparu. Donc on pense qu'il est mort en détention, mais en fait, on n'a jamais pu le savoir. Clairement, on a fait une pétition demandant la vérité au président Déby et Sarkozy, puisque c'était Sarkozy à l'époque. Sarkozy, c'est pareil, une nouvelle faute de frappe, qui a été signée par près de 4000 personnes. Mais évidemment, comme vous le savez, le Tchad est encore, et c'est encore plus vrai maintenant qu'en 2008, un allié tout à fait stratégique de la France au Sahel. Allié, pareil, donc un I. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est un prix IBNI, qui est un prix d'aide à la formation doctorale pour les mathématiciens africains. Mais on n'a jamais vraiment réussi à savoir ce qui était devenu IBNI. Voilà. Bon, alors le SIMPA, donc j'en ai parlé à 2 reprises, pour dire qu'en 85, on faisait encore les écoles à Nice et pas dans les pays en développement, qu'en 2002, on avait fait une école à Niamey. Donc je vais rapidement dire quelques mots du SIMPA actuellement. Donc sa mission, donc c'est une association de droit français, hein, donc 1901. Sa mission est de promouvoir la recherche mathématique dans les pays en développement, donc pas seulement en Afrique.
Donc ce qu'on appelle un centre de catégorie 2 de l'UNESCO, ça veut dire que l'UNESCO donne son logo mais ne donne absolument pas d'argent, c'est ça, un centre de catégorie 2. Et donc en fait il est financé par la France, la Norvège, l'Espagne et la Suisse. Ce que fait le SYMPA, c'est organiser des écoles de recherche, environ 20 par an, de faire aussi ce qu'on appelle du soutien à la formation par la recherche, des soutiens à des programmes thématiques, comme par exemple à l'Institut Henri Poincaré. Il peut y avoir des gens des pays en développement qui viennent à l'Institut Henri Poincaré à cause d'un financement du SYMPA, et ce qu'on appelle les écoles en partenariat. Donc en fait, depuis 1997, qui est le moment où les écoles n'ont plus eu lieu à Nice, mais dans les pays en voie de développement, le SYMPA a organisé 260 écoles de recherche dans 58 pays. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une école de recherche du SYMPA? C'est quelque chose qui en général dure 2 semaines. Il y a 2 personnes responsables, un ou une responsable locale et un ou une responsable venant d'un pays qui finance le SYMPA. Et le principe, c'est de faire 6 à 8 mini-cours spécialisés donc, sur le thème, avec des conférenciers internationaux essentiellement, mais il peut y avoir maintenant aussi des conférenciers dans les pays en voie de développement quand c'est un thème où il y a des spécialistes suffisamment, disons, compétents, avec des séances d'exercice ou de TP, des mini-projets, des présentations par les participants, sur la base d'un appel d'offres annuel, sélectionné par un comité scientifique, et en gros, il y a à peu près une 50aine de participants ou de participantes, surtout de la région et au niveau de la formation doctorale. Par exemple, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, vous voyez un petit peu la manière dont ça a évolué. Il y a eu 7 écoles seulement, disons, de 1997 à 2006, ça veut dire à peine une école par an. C'était moins de 10% de la totalité des écoles du SYMPA, parce que des écoles des SYMPA, il y en a en Amérique latine, il y en a en Asie, etc. Mais entre 2008 à 2018, donc entre 2007 à 2018, le moment où ça a été identifié comme une zone prioritaire, donc le moment aussi où j'ai commencé à être responsable de ça, donc on a pu passer maintenant sur toute la dernière période à 38 écoles en tout, donc ça représente au moins, enfin en gros maintenant, au moins 3 écoles par an, et ça représente 20% de la totalité des écoles du SYMPA. Évidemment, là on ne compte pas les écoles qui ont lieu au Maghreb, il y a énormément d'écoles du SYMPA qui ont lieu en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, mais celles-là on ne les compte pas, on compte celles qui sont vraiment en Afrique subsaharienne. Alors, dans celles qui ont lieu dans les pays du Maghreb, il peut y avoir évidemment aussi des étudiants africains venus d'Afrique subsaharienne qui participent, donc ce n'est pas non plus négligeable pour l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc cette année, il y aura 20 écoles de recherche dans 16 pays, dont en particulier pour l'Afrique, l'Afrique du Sud, donc 2 écoles en Afrique du Sud, une au Bénin, une au Cameroun, et puis au Togo. Donc ça fait en tout 1, 2, 3, 4, 5 écoles SYMPA cette année, en 2018, enfin de l'année qui vient, en Afrique. Donc vous voyez clairement l'Afrique subsaharienne et également aussi donc, des écoles dans la partie nord de l'Afrique et également en Asie, et en Amérique centrale et dans certaines zones d'Amérique latine. Ensuite, il y a eu d'autres écoles qui ont été mises en place, qu'on appelle les écoles en partenariat. Donc, par exemple, les écoles mathématiques africaines. Donc là, c'est en collaboration avec l'Union mathématique africaine. C'est des écoles qui durent aussi 2 semaines, qui ne sont pas sur un thème aussi spécialisé. C'est aussi le même principe avec des mini-cours, etc., etc. Un appel aussi, un appel d'offres annuel également. Mais le comité n'est pas un comité purement SYMPA, c'est un comité mixte entre le SYMPA et l'Union mathématique africaine. Et là, il s'agit de formation au niveau master. Et en général, c'est des plus petits budgets et c'est aussi plutôt pour des gens de la région. Donc également, donc, le SYMPA fait des soutiens à la formation par la recherche. Donc là, il s'agit de permettre des missions qui booste, disons, un sujet de recherche un peu inexistant dans un pays par une série de cours de niveau recherche. Et il y en a quand même beaucoup en Afrique. Donc rien que pour l'Afrique subsaharienne, cette année, en 2017, il y a eu 6 écoles mathématiques africaines et 10 actions de soutien par la formation par la recherche en 2017. Voilà. Donc le SYMPA, disons, existe depuis une trentaine d'années. Ça fait environ 20 ans qu'il a fait des activités vraiment ciblées sur les pays en voie de développement et maintenant il est très actif en Afrique subsaharienne. Alors, si on veut comparer le Niger actuellement avec le Niger que je vous ai présenté, donc tout à l'heure,
Eh bien, la population qui était de moins de 5 millions d'habitants en 1981 est passée actuellement à 18 millions d'habitants. Le nombre d'universités qui était de 1 est passé à 7. Les cadres sont maintenant des cadres nigériens. La mortalité infantile qui était catastrophique est devenue tout à fait raisonnable. C'est un pays démocratique avec une société civile active. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, comme vous lisez les nouvelles, vous voyez qu'il y a, d'une part, il y a 2 zones dans lesquelles il y a des problèmes avec le terrorisme. Il y a d'une part la zone qui est frontière avec le Mali, mais il y a aussi surtout la zone de Boko Haram dans la région de Difa. Donc la frontière du Tchad et du Cameroun. Et c'est toujours le pays le plus pauvre du monde. Voilà, donc le Niger, alors c'est assez particulier comme géographie parce que la capitale Niamey est pratiquement excentrée et le fleuve passe là uniquement. Donc vous voyez que par exemple Maradi, Zinder, Difa, tout ça c'est la zone uniquement sud et puis il y a cette énorme zone frontalière avec cette frontière avec le Mali, la Libye, le Tchad, etc. Donc c'est un pays qui est vraiment pas facile, quoi. Voilà. Alors, je vais vous dire un mot d'une autre aventure concernant le Niger, à savoir que, en plus de ces activités de formation mathématique, j'ai aussi travaillé à mettre en place une ONG. En fait, c'est un réseau d'associations au Niger et en France qui s'appelle Tarbia Tatali. Tarbia Tatali signifie autodéveloppement dans la langue Haoussa, qui est une des langues parlées au Niger. C'est un réseau qu'on a fondé en 1997. Et la personne qui est à l'origine de ce réseau, avec nous-mêmes, c'est Mamadou Seydou. Donc il est venu faire des études à Rennes avec un soutien purement familial de notre part dans les années 90. Et c'est quelqu'un que j'avais rencontré à Zinder et à Difa en 81 dans le cadre d'une mission de l'IREM que j'avais fait avec Annie Berthet et Emma Castelnuovo. Donc ce réseau d'associations s'est très bien développé. Donc on a maintenant de nombreuses initiatives dans le domaine de l'eau, de l'énergie, la formation des femmes, le planning familial, etc., etc. Et une coopération décentralisée qui s'est mise en place entre la ville de Cesson où j'habite et la ville de Dankassari. Donc si ça vous intéresse, www.tarbiatatali.org. Et si vous habitez dans un endroit qui voudrait développer une coopération décentralisée avec le Niger, je suis toujours, comme Anne le sait très bien, à la recherche donc, de volontaires, parce qu'il y a énormément de communes au Niger qui n'ont pas de partenaires et qui ont beaucoup de projets à développer, et on pourrait vous mettre en contact avec des gens très bien et très efficaces. Malheureusement, donc, Mamadou Seydou est décédé l'an dernier, donc, à la suite d'un problème de santé qui n'a pas été possible de gérer au Niger. Voilà. Alors, concernant la recherche mathématique au Niger, donc ça ne nous simplifie pas la vie, cette histoire de terrorisme, parce que, à part la capitale, dans laquelle on a le droit d'aller, à condition encore de rester toujours dans un hôtel bien enfermé, etc., la diplomatie française ne nous permet plus d'aller dans d'autres villes autres que Niamey, alors que les universités se sont développées un petit peu partout. Donc les enseignants-chercheurs, il y en avait 3 à l'époque, en 80, maintenant ils sont 30. Donc 21 à Niamey, donc il y a le département de maths, l'IREM et aussi l'école normale supérieure qui sert à former les enseignants. 7 à Maradi et 2 à Agadez. Alors, vous voyez sur la carte, donc Maradi c'est ici, d'accord, et Agadez c'est là. D'accord ? Mais pour nous, c'est impossible. Bon, moi, je vais au Niger tous les ans, mais voilà, je suis là, je tourne en rond à Niamey parce que le maire de Cesson ne veut pas que je désobéisse à l'ambassade et l'ambassade me dit vous pouvez y aller si le maire de Cesson vous dit d'y aller, mais le maire de Cesson il me dit non, si l'ambassade vous dit de pas y aller, n'y allez pas. Donc voilà. Voilà, donc c'est ça la situation. Bien. Ok. Enfin bon, malgré tout. Donc ça veut dire quand même que la coopération continue, parce que quand l'université de Maradi a été mise en place, ça a été avec des gens qui n'avaient pas de thèse, mais on a tous réussi à leur faire passer des thèses depuis, donc en collaboration avec nos anciens thésards qui eux-mêmes maintenant sont responsables du département de Maradi.
donc dans différents pays, et les Africains prennent le relais avec l'organisation d'une école mathématique africaine à Maradi. Comme il ne peut pas y avoir d'Occidentaux qui viennent à Maradi, on a fait venir des gens de la diaspora, donc d'anciens, des thésards nigériens, des collègues nigériens qui ont des postes en France et qui sont allés travailler à Maradi. Et comme il n'est pas facile d'organiser une formation doctorale de qualité sur place, on les envoie à l'étranger, donc au Sénégal. Donc le fameux SACA, qui avait été identifié par Fatima Boudaoud, toujours la même, quand il faisait son master à Oran. Voilà, donc vous voyez la transition. Maintenant, on va retourner au certificat de positivité, mais pour les polynômes de Bernstein en plusieurs variables. Alors, pourquoi ? Parce que j'avais trouvé vraiment très intéressant les résultats qui avaient été obtenus par Fatima Boudaoud dans le cadre de sa thèse, dans le cadre d'une variable, et j'ai proposé à Richard Leroy, donc vous voyez la photo ici, de travailler sur le cas de plusieurs variables. Donc dans le cas non pas sur un segment comme tout à l'heure, mais sur un simplex, en utilisant la base de Bernstein. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Alors maintenant, donc, on se place, on est dans RK, donc on prend K plus 1 point qui définissent, donc, oh là 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 là. Je croyais que j'avais corrigé ça ce matin. Bon. Donc, pas tous contenus dans le même hyperplan. Et donc, ce simplex peut en fait être défini par L plus 1 inégalité linéaire, on va voir des exemples tout de suite, qu'on peut normaliser en disant que la somme de ces K plus 1 égalités doit être égale à 1. Que K plus 1 expression linéaire doit être égale à 1. Ce qu'on appelle les coordonnées barycentriques. Donc dans ce simplex. Alors je vais tout de suite vous rassurer en vous montrant des exemples. Donc en dimension 1, le simplex c'est tout simplement le segment, donc ici le segment 0, 1, et les coordonnées barycentriques c'est 1 moins x et x, avec 1 moins x plus x égale 1. D'accord ? En dimension 2, on va prendre maintenant un triangle, d'accord, défini par ces 3 points, 0, 0, 1, 0, 0, 1, c'est un triangle. Et les coordonnées barycentriques qui définissent l'intérieur du triangle, c'est des inégalités qui vont définir l'intérieur du triangle, c'est 1 moins x moins y, x et y. D'accord ? Hein ? Ça, c'est l'intérieur du segment, c'est le segment. Ça, c'est l'intérieur du triangle, avec ces 3 points. Et bien entendu, on peut faire la même chose après avec un tétraèdre, en prenant ces 4 points, dans l'espace de dimension 3, ça définit un tétraèdre, et on prend comme coordonnées barycentriques x, y, z, et puis 1 moins x moins y moins z, de façon à ce que la somme soit égale à 1. D'accord ? Et puis on peut continuer. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le simplex unité. Donc vous avez vu comment c'était. Il y avait toujours l'origine, et puis après, les différents points correspondant aux axes, les différents vecteurs de la base canonique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut calculer, on peut définir des polynômes de Bernstein. Comment est-ce qu'on fait ? On sait que 1, c'est L0 plus LK. Si on l'enlève à la puissance D, on va trouver des expressions comme ça. Coefficient multinomial, cette fois-ci, DI, L puissance I. Le I, qu'est-ce que ça va être ? Et D, c'est toujours D, comme tout à l'heure, le degré. I, ça va être un multi-indice, I0, IK. Tout à l'heure, pour nous, c'était D moins I, I. De somme D, et le coefficient multinomial correspond à prendre, donc on utilise la même notation, sauf que I est maintenant devenu un multi-indice. Et on définit L puissance I comme étant le produit des LJ à la puissance IJ. Voilà, donc ça permet de définir les polynômes de Bernstein. Donc par exemple, pour K égale 1 et D égale 2, on prend L0 égale 1 moins x, L1 égale x. Par exemple, si on développe 1 moins x plus x au carré, on trouve 1 moins x2, 2x, 1 moins x, x2. Donc ça, c'est les polynômes de la base de Bernstein, comme tout à l'heure. On retrouve ce qu'on avait au départ. Mais maintenant, si on est dans le plan, on va avoir 3 fonctions, x, y, 1 moins x moins y, plus de multi-indices. Les multi-indices de degré 2, on va avoir 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, etc. Vous voyez toutes les possibilités. Il y a 6 possibilités. Et on développe 1 moins x moins y plus x plus y au carré dans la base. On développe ces morceaux-là. Qu'est-ce qu'on obtient ? 1 moins x moins y au carré,
2 fois 1 moins x moins yx, x2, 2xy, y2, 2 fois 1 moins x moins yx. C'est ça, les polynômes de Bernstein de degré 2 pour le simplex unité. Et la même chose après en dimension plus grande. Donc vous voyez, en degré 3, je ne les ai pas écrits, mais il faudrait développer 1 moins x moins y moins z plus x plus y plus z au carré pour obtenir les polynômes de Bernstein en degré 3, en degré 2, pardon, dans l'espace de dimension 3. Voilà. Donc il se trouve que toutes les propriétés qu'on avait déjà pour les polynômes en une variable sont encore valables. C'est-à-dire que chaque polynôme prend des valeurs positives sur l'intérieur du simplex. Il forme une partition de l'unité. Il forme une base de l'espace vectoriel des polynômes de degré k. Et les valeurs obtenues par le polynôme, donc on avait, vous vous souvenez, cette propriété qui disait que quand on regardait la valeur du polynôme aux extrémités de l'intervalle, on retombait sur les coefficients de Bernstein. Ben là, on a la même chose pour maintenant les sommets du simplex. Voilà. Alors, je crois que si je veux pouvoir parler de ma 4e partie, je vais devoir peut-être abréger la partie sur les polynômes de Bernstein en plusieurs variables, mais n'importe comment, donc vous aurez les transparents à disposition. J'essaierai de corriger certaines des fautes de frappe qui restent. Mais enfin, en gros, voilà, si vous voulez, donc on va, de même qu'on avait associé, bon, je dis très vite, de même qu'on avait associé des points, on coupait l'intervalle en un certain nombre on rajoutait des points sur l'intervalle, donc là on va rajouter des points maintenant dans le triangle, de différentes manières, en fonction du degré. On va définir des points de contrôle. On a des petites complications théoriques qui nous amènent à nous intéresser à des triangulations, des choses qui sont des triangulations, des choses qui n'en sont pas. Et après, on va pouvoir trianguler le simplex. D'abord le cube, ensuite le simplex, et voilà. Et à la fin, on aura l'équivalent du polytope de la ligne de contrôle. Ce sera maintenant un polytope de contrôle, qui sera une surface, maintenant dans ce cas-là, une surface linéaire par morceau, et qui nous permettra d'étudier aussi les certificats de positivité. Donc les certificats de positivité, il y aura 2 approches, soit en élevant le degré, soit en subdivisant. Et voilà ce que ça donne à la fin. Donc pour ce petit polynôme-là, si on élève les degrés, on est obligé de faire intervenir une grille très fine avec énormément d'informations ici. Ce serait une manière de visualiser le fait que le certificat de positivité est très grand. Alors que si on n'élève pas le degré, mais on subdivise, donc vous voyez ce qui se passe ici, c'est que notre simplex, on l'a subdivisé en 4. Celui-là, ici, on avait encore des changements de signes, on l'a encore subdivisé en 4. Mais les 3 qu'on avait là, on n'y touche plus. Et finalement, vous voyez que le nombre de points dont on a besoin est beaucoup plus petit dans ce cas-là que dans ce cas-là. Voilà. Donc ça, c'était le travail de la thèse de Richard Leroy, qui généralisait l'algorithme de Castelgio, aussi, etc., etc. Bon, je passe et j'arrive à ma dernière partie qui va être sur les femmes en mathématiques. Et là aussi, il y a un rebondissement qui vient du fait que donc Richard Leroy, finalement, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a décidé de fonder une famille et de prendre une prépa à Toulouse au lieu de partir en postdoc en Norvège. Donc il m'a laissé tomber avec mes certificats de positivité. Donc j'avais plus personne avec qui travailler là-dessus. Mais m'étant rendu par le plus grand des hasards au Danemark dans le cadre de European Women in Mathematics, j'ai été invitée par mon amie Lisbeth à faire un exposé et je suis tombée sur des collègues très sympathiques, que voilà, qui avaient justement, qui étaient très intéressés par le fait que par les certificats de positivité qui pouvaient intervenir, donc ce qu'on appelle la théorie du contrôle. Donc si on s'intéresse à affirmer la stabilité d'une solution d'une équation différentielle, il y a des conditions de positivité sur les fonctions de Lyapunov, et donc c'est très intéressant de pouvoir les étudier dans la base de Bernstein. Voilà. Tout ça pour dire que même en s'intéressant à femmes et mathématiques, quelquefois c'est l'occasion de faire des nouvelles collaborations scientifiques. Donc j'en arrive effectivement à ce dernier point. Donc je suis désolée pour le côté très rapide de la fin sur les bases de Bernstein, mais je pense qu'il faut quand même aussi parler de femmes en mathématiques. Alors voilà le nouveau logo qu'on a fait après ma visite au Danemark. Alors vous voyez, je pense que vous l'appréciez comme moi, à savoir que c'est la même lettre, enfin c'est le même motif, IWM, qui
hein, orienter et réorienter, donne les 3 lettres IWM, European Women in Mathematics. Voilà. Alors, on peut difficilement remonter jusqu'à la préhistoire concernant l'histoire des maths. Sinon, on parle d'Hypatie, on parle aussi donc de Sophie Germain. Je pense qu'on aura l'occasion de voir le livre, le très joli livre que Anne Boyer, ou de le commander s'il n'est pas encore arrivé, puisque apparemment il y a des problèmes de stock de livres qui ne sont pas encore tout à fait arrivés. Alors là, j'ai voulu repartir de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin. Alors d'abord, elle a déjà été citée comme étant la première femme qui a été présidente de la Société mathématique de France, donc d'une certaine manière, c'est ma collègue. Et dans ce livre magnifique qui s'appelle « Les grands courants de la pensée mathématique », dirigé par François Le Lyonnais, elle disait ceci: « Le développement de l'enseignement féminin, le bouleversement des préjugés, les modifications profondes du genre de vie et du rôle assigné à la femme ces dernières années entraîneront sans doute une révision de la place tenue par elle dans les sciences. » Alors, place tenue par elle dans les sciences, c'est intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il va se mettre à y en avoir plus. C'est qu'on va reconnaître aussi qu'il y en avait déjà, en fait. Alors moi, ma révolte personnelle, c'était une révolte contre la grammaire. Alors ça, je me souviens très bien, quand j'étais à l'école primaire, on m'a expliqué le masculin l'emporte sur le féminin. Et malheureusement, je voulais vous montrer l'illustration que j'avais vue à l'époque, qui m'avait révulsé et fait tourner le sang, qui était, on voyait, c'était un peu dans l'esprit premier de Cordée, d'ailleurs, hein, dont on discute beaucoup actuellement. Donc, on voyait un garçon tout seul, d'un côté de la corde, et de l'autre côté, une cordée de 10 à 15 filles, et malgré tout, même tout seul, le masculin l'emporte sur le féminin, donc c'est lui qui arrivait à tout tirer de son côté, quoi. Je recherche cette illustration, je m'en souviens, mais j'ai perdu le livre. Si jamais vous voyez cette illustration, s'il vous plaît, faites-moi signe. Mais là, j'en ai trouvé une autre que j'ai trouvée sympathique aussi. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc c'est le chat. La grammaire dit que le masculin l'emporte, et beaucoup de femmes se disent que ce serait pas mal s'il emportait aussi de temps en temps la vaisselle sale. Voilà. Donc pour moi, cette révolte contre la grammaire continue. Donc il y a toute la discussion actuellement sur l'écriture inclusive. Donc je pense vraiment, pour moi, c'est une bataille tout à fait fondamentale, la bataille grammaticale. Voilà. Alors sinon, donc, au niveau du mouvement des femmes, comme vous savez, on a dit que les IREM ont commencé il y a une 50aine d'années, mais le mouvement des femmes, en France du moins aussi, je crois que c'est en 69 qu'il y avait Féminisme année zéro, qui avait été publié par les temps modernes. Donc on arrive aussi proche du cinquantenaire, mais déjà dans les années 70, disons qu'il y avait des thèmes femmes et maths, bien avant la création de l'association, donc dans les IREM de Caen, donc avec quelqu'un comme Brigitte Rozoy, qui était directrice d'IREM, d'Orléans avec Monique Pontier, moi-même je faisais partie d'un groupe à Paris-Nord. Il y avait une brochure Sexe et mathématiques faite par l'IREM de Caen, qui avait été épinglée par la Cour des comptes, qui disait comment est-ce qu'on peut utiliser de l'argent public pour étudier un thème aussi zarbi que sexe et mathématiques. Et nous, le nôtre, voyez la grammaire toujours, hein, la mathématique non masculin pluriel, c'est ce qu'on avait fait à Paris-Nord. Il y avait un séminaire de Pierre Samuel, mathématiques, mathématiciens et société, dans lequel il y avait eu un exposé de Michel Vergne. Et moi-même, j'avais été invitée au séminaire philosophie et mathématiques à faire un exposé qui s'appelait « Les mathématiques et les femmes » en 1980. Alors, j'ai retrouvé cet exposé dans le cadre de la préparation de l'exposé que je faisais aujourd'hui, et j'ai été vraiment très contente de me relire, en fait. Et en particulier, je démarrais sur le fait, est-ce que ça viendrait à l'idée de faire parler à quelqu'un sur le thème « Hommes et mathématiques » ? Visiblement non. Donc on pourrait aussi se dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les femmes acceptent de parler de femmes et mathématiques ? Eh bien tout simplement parce que la situation n'est pas symétrique, en fait. Et donc je citais cette citation magnifique de Simone de Beauvoir. C'est d'une manière formelle sur les registres des mairies et dans les déclarations d'identité que les rubriques masculin-féminin apparaissent comme symétriques. Le rapport des deux sexes n'est pas celui de deux électricités de deux pôles. L'homme représente à la fois le positif et le neutre, au point qu'on dit en français, donc toujours la grammaire, les hommes pour désigner les êtres humains. Et là, c'est intéressant, c'est qu'elle prend une analogie mathématique, pratiquement de même manière que pour les anciens, il y avait une verticale absolue. Pas dans les maths modernes, évidemment.
par rapport à laquelle se définissait l'oblique, il y a aussi un type humain absolu qui est le type masculin. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Voilà. Alors, après, si on peut voir l'apparition, disons, des femmes en mathématiques au niveau international, donc déjà au Congrès international des mathématiques, alors j'ai essayé de repérer quelle avait été la première conférence donnée par une femme. Il semble que ça soit celle qui a été donnée à Moscou par Olga Ladzinskaya. Mais dès 1971, il y avait l'association américaine Association for Women in Mathematics qui a été fondée, en particulier par mon amie Lénore Bloom. Et en 1986, Lénore Bloom, au moment du congrès international, donc on parlait tout à l'heure de ICMI, le congrès international pour l'instruction mathématique, pour l'éducation mathématique. Donc il y a aussi le congrès international des mathématiciens. Donc il y avait le congrès international à Berkeley en 1986 où j'avais été invitée. Et c'était un moment où il y avait beaucoup de discussions en France, puisqu'il y avait eu la fusion des écoles normales supérieures de jeunes filles avec l'école normale supérieure de garçons, qui avait eu pour effet de faire chuter très brutalement le nombre des normaliennes. Et vous savez peut-être que cette année, il y a eu 0 femme qui est entrée à la rue d'Ulm actuellement. Donc depuis cette baisse brutale en 85, ça n'a fait qu'empirer. Voilà. Donc en 87, on a créé Femmes et Mathématiques. Donc j'étais, comme il était précisé, donc j'étais joué un rôle dans cette création, et également aussi European Women in Mathematics, donc, dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Femmes et Mathématiques. Donc Femmes et Mathématiques, et maintenant, au départ c'était un petit groupuscule de féministes. Maintenant c'est devenu une association importante qui est donc citée dans les associations qui constituent la communauté mathématique. On l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà. Alors il faut savoir que c'est pas du tout évident que des femmes se regroupent, même si disons, elles ont de bonnes raisons pour le faire. Et c'est Anne qui m'a fait découvrir cette citation d'Olga Tolsky-Tode il y a quelques jours. Et donc, en fait, Émile Noether, qui est une très grande mathématicienne, elle-même considérait que les hommes étaient plus forts en maths que les femmes ne devaient pas tenter de travailler comme les hommes, que les emplois réguliers devaient de préférence aller aux hommes pour qu'ils puissent entretenir une famille, et que les femmes devaient naturellement rechercher le mariage. Donc, vous voyez, ça, c'est dans les années 30. Mais déjà, dans les années 48, ce que je citais tout à l'heure Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, montrait qu'après, entre les années 30 et la période après la guerre, il y avait quand même déjà une évolution, en particulier sur le travail pour les femmes, quoi, parce que c'était quand même ça le débat. Voilà. Donc voilà Olga Tolsky-Tode, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en 83. Elle avait à peu près cet âge-là à ce moment-là, donc, au moment où je revenais du Niger. Et en début de semaine, je suis allée comme quoi la réalité dépasse des fois la fiction, parce que je suis allée à ce colloque lundi dernier, le 16 octobre 2017, et j'ai rencontré Sylvie Boldo à ce colloque qui s'appelait « Casser les codes, femmes, genre et informatique », donc organisé par la Société informatique de France, dont on a aussi parlé tout à l'heure, parce que c'est aussi un partenaire de la... Et donc elle avait ce magnifique t-shirt que j'ai pris en photo, et la citation, donc c'est une véritable citation du référent Pat Robertson, qui est célèbre apparemment aux États-Unis, de 92. « Le féminisme encourage les femmes à quitter leur mari, tuer leurs enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir lesbiennes. » Alors, je veux vous dire... Pour tout vous dire me concernant, sur ces cinq directions, il y en a 2 que je pratiquerai volontiers, à savoir la sorcellerie et détruire le capitalisme. Le reste ne m'intéresse pas tellement. Voilà. Alors, donc malgré tout ce qu'on a fait, malgré cette association, eh bien, c'est désespérant quand même, il faut quand même le dire. À savoir qu'au CNRS, donc ça avait été préparé par Laurence Broz au moment des 20 ans de Femmes et Maths.
Donc entre 99 et même plus récemment, donc ça va jusqu'en 2012, donc il y a environ 50 femmes au CNRS en maths. Alors on est passé de 50 à 52, c'est pour ça n'augmente presque pas, d'accord ? Pendant ce temps-là, le nombre d'hommes est passé de 200 à 320. Voilà, donc évidemment, vous imaginez le graphique, si on regardait la proportion des femmes, elle ne fait que baisser. Ça, c'est la situation en maths au CNRS. Pour les professeurs d'université, on était parti en 96 d'un chiffre presque glorieux qui était d'un peu moins de 9%, sauf qu'on est maintenant descendu à 6%. Et tous les ans, on a des collègues, enfin moi-même maintenant je suis à la retraite, donc on a des collègues qui partent à la retraite qui ne sont absolument pas remplacés. Donc on a calculé que si ça continue comme ça, en 2070, il n'y aura plus une seule femme prof de mathématiques dans l'université française. Pour les mathématiques fondamentales, hein, pour la section des mathématiques appliquées, on garde une proportion qui est à peu près constante, évidemment, ce qui veut dire que le nombre augmente parce que le nombre de postes en mathématiques appliquées augmente. Intéressant aussi, l'Institut universitaire de France. Hein, donc c'est quelque chose qui permet aux collègues d'avoir plus de temps pour faire de la recherche et des moyens supplémentaires. Il faut être candidat, hein, il faut se porter soi-même candidat. J'avoue que moi, je ne me suis jamais portée candidate à l'Institut universitaire de France. Mais en tout cas, en mathématiques, au niveau des nombres seniors, hein, donc au moment entre 91 et 2005, il y a eu 18 hommes, 0 femmes. En maths appli, 9 hommes, 0 femmes. Parmi les juniors, 21 hommes, 0 femmes. Et en maths appli, 25 hommes, 0 femmes. Et là, c'est typiquement, je pense, un cas d'autocensure parce qu'il fallait être candidat. Il fallait se dire, ah ben moi, j'irais bien à l'IUF. Moi, je sais que je ne me suis jamais dit, ah ben moi, j'irais bien à l'IUF. Aline Bonamy ne s'est jamais dit, j'irais bien à l'IUF. Et donc, voilà les données qu'il y a eu à l'époque. Donc, c'est en train de changer un petit peu maintenant. Maintenant, il y a des femmes à l'IUF. Voilà. Alors, où faut-il prendre le problème ? Il faut essayer de le prendre un peu à la racine. Donc, c'est pour ça que, en particulier, donc Femmes et Maths et Animat font Filles et Maths une équation lumineuse. Donc, c'est des journées pour lycéennes. Donc je précise lycéenne, hein, c'est pas pour lycéens et lycéennes, pour lycéennes, avec une conférence mathématique par une femme, une activité de théâtre-forum, rencontre avec des professionnels, et depuis 2011, hein, il y a eu plus de 50 journées qui ont été organisées, dont dans les villes principales de France, dans beaucoup d'endroits. Et ça m'amène à introduire une idée qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure, qui est que des moments non mixtes sont utiles. C'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est des rencontres uniquement pour les filles. Voilà. Alors, si on regarde ce qui se passe en Europe, c'était très intéressant aussi, donc ce qu'on a pu faire en tant que European Women in Mathematics, à savoir donc regarder les cartes d'Europe par rapport à la proportion des femmes mathématiciennes. Et c'est vrai que ça nous a énormément surprises à l'époque, hein, à savoir qu'en Europe du Nord, bien connue pour être les champions de l'égalité homme-femme, il n'y a pratiquement aucune femme mathématicienne. Alors que dans des pays comme le Portugal, qu'on considère comme étant plutôt un support, qu'on considère qu'il y a beaucoup plus de machisme, disons, en Italie, au Portugal ou en Espagne que dans les pays nordiques, à juste titre. Hein. Donc on voit vraiment qu'il y avait cette différence entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, qui s'est maintenue même après, 12 ans après. Bon, la proportion de femmes dans l'ensemble a augmenté un petit peu partout. Mais malgré tout, avec toujours cette dichotomie entre le nord et le sud de l'Europe. Donc en tout cas, ça va pas du tout, ça va dans le sens de dire que ça n'a absolument rien de naturel, c'est vraiment des facteurs culturels liés à l'organisation des universités, etc. Et alors si on regarde les femmes, ce qu'on appelle donc professeurs, disons, pas seulement, là c'est l'ensemble des universitaires, et là on regarde vraiment les femmes qui ont de rang A, disons, on dirait en France. Alors là on voit que effectivement c'était très faible partout en Europe en 93, et qu'il y avait quand même une petite évolution. Alors vous voyez, ce 10,3% en France, il tient compte du fait qu'on tient compte à la fois des mathématiques fondamentales et des mathématiques appliquées, hein, parce que sinon pour les maths pures, on est resté en dessous de 10%. De façon constante. Alors, il ne faut pas penser seulement qu'à l'Europe, donc évidemment, il y a aussi la question de l'Afrique. Donc, à l'intérieur du SYMPA, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de
qu'il y avait, dans la plupart des zones du monde, il y avait environ un tiers de femmes qui participaient aux écoles du Sympa, sauf en Afrique subsaharienne. Et donc, on a commencé à créer cette association pour les femmes mathématiciennes en Afrique, donc, dont la première présidente, enfin la présidente actuelle, donc c'était créé en 2013, donc c'est toujours Marie-Françoise Ouedraogo qui est présidente. On aurait pu la retrouver sur les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Elle avait participé à des écoles que j'avais organisées à l'époque. Et voilà, donc les différents pays d'Afrique dans lesquels maintenant il y a des antennes au niveau donc, de l'association Femmes et Maths africaine, donc à la fois en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, etc., etc. Voilà. Alors, si on fait encore plus international, donc on vient au niveau mondial. Donc, au congrès, il y avait un congrès pour les femmes à Séoul. Donc là, je vais parler rapidement donc, du prix de la médaille Fields qui a été décerné pour la première fois à une femme, Mariam Mirzakhani. Donc, vous voyez ici entre la présidente de l'Union mathématique internationale, Ingrid Obeshi, et une dame qui a pas mal défrayé la chronique parce que c'était la présidente sud-coréenne. Vous savez peut-être qu'elle a été démise de ses fonctions après avoir été accusée de différentes horreurs. Et bien malheureusement, bon, sur ces 3 dames qui sont là, il n'y a plus que Ingrid qui est à la même position parce que Mariam Mirzakhani nous a malheureusement quittés cet été, le 14 juillet, donc elle avait 40 ans. Et c'était quelqu'un d'important, non seulement pour les femmes en mathématiques, mais aussi pour toutes les mathématiques en Iran, et aussi pour les femmes iraniennes, puisqu'il y a eu tout un débat sur est-ce qu'en Iran on peut la montrer en cheveux. Donc effectivement, au moment de sa mort, cette photo a été publiée en Iran. Donc elle ne porte rien sur la tête. Voilà. Et donc... Bon, elle insistait sur le rôle qu'elle pouvait jouer en tant que modèle par rapport aux autres femmes, jeunes femmes qui recevront ce type de récompense dans les prochaines années. Donc, rendez-vous à Rio. Donc, il a été mentionné aussi qu'il y a le comité, donc maintenant international des mathématiques internationales, le Committee for Women in Mathematics. Donc, vous voyez que c'est une bande assez joyeuse. Donc c'est un comité que je préside. Donc là c'est pareil, je vais m'arrêter là en fait pour qu'il y ait un temps vraiment pour la discussion. Mais sinon j'avais quelques petites choses à dire. Je vais simplement terminer donc par un texte que dont je voulais vous parler. Donc, c'est un texte de Bertolt Brecht, 1929, dans L'exception et la règle. Une conduite vous paraît familière. Découvrez-la insolite. Sous le quotidien, décelez l'inexplicable. Derrière la règle consacrée, discernez l'absurde. Défiez-vous du moindre geste, fût-il simple en apparence. N'acceptez pas comme telle la coutume reçue. Cherchez-en la nécessité. Nous vous en prions instamment, ne dites pas c'est naturel. Devant les événements de chaque jour, à une époque où règne la confusion, où coule le sang, où on ordonne le désordre, où l'arbitraire prend force de loi, où l'humanité se déshumanise, ne dites jamais c'est naturel, afin que rien ne passe pour immuable. Voilà, donc c'est ma conclusion, à la fois en tant que mathématicienne, qui doit aussi se dire que c'est pas naturel d'élever le degré, peut-être qu'on ferait mieux de se subdiviser, en tant que féministe et en tant qu'amie de l'Afrique. Voilà, donc le conseil que je voudrais que vous donnez, ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable. Merci.